La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par Guillaume Chabal. Bon, ok, cette histoire a peut-être pas inspiré la soupe aux choux, mais plutôt les bronzés. Vous savez, le fameux « on sait jamais, sûrement l'entendu », ça peut marcher. Ben, faut tenter, hein. Cergy-Pontoise, 26 novembre 1979, peu avant 5 heures du matin. Le jeune Franck Fontaine disparaît sous les yeux de ses amis Jean-Pierre et Salomon dans un brouillard blanc et lumineux. L'événement déclenche une enquête de la gendarmerie, du GEPAN et l'affolement de la presse. Jusqu'à ce que Franck réapparaisse une semaine plus tard sans même se rappeler avoir disparu. Son ami Jean-Pierre Prévost va alors raconter avoir rencontré un extraterrestre, Orio, qui a un message pour l'humanité. Et ce message, il va venir le délivrer le 15 août 1980 à 21h, à Cergy-Pontoise, à condition que seuls des gens de bonne volonté soient présents, mais pas l'armée ou la police. Et le jour J, plus de 2000 curieux sont venus s'entasser dans le champ de choux où la rencontre du troisième type a été prophétisée. Et l'heure de la rencontre approche. Cette histoire, je vous l'ai racontée en détail dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je ne saurais que trop vous conseiller de mettre cette vidéo en pause et de commencer par la première partie, parce qu'il y a un tas de détails sur lesquels je ne vais pas revenir. Promis, moi et les autres, on vous attend. Bon, reprenons. Nous sommes le 15 août 1980. Il est 21h. Puis 22. 23 heures. Et toujours aucun atterrissage de soucoupe en dépit de signaux faits par certains participants avec leurs torches électriques. Des lumières dans le ciel, il y en a, mais entre le temps clair offrant une magnifique vue sur la Voie lactée, Vénus et les lumières du trafic aérien des aéroports voisins, difficile d'être catégorique sur la présence de l'extraterrestre Orio et ses amis qui restent invisibles même aux plus courageux ayant attendu jusqu'au petit matin. Alors, rendez-vous raté ? Oui et non. Pour deux raisons. Tout d'abord, le message était clair. Si l'armée ou la police sont présents, Orio ne viendra pas. Or, si la ville n'avait bien sûr pas été ceinturée de chars d'assaut, la police était bel et bien présente. De façon discrète, certes, mais présente. D'autre part, si la foule n'a rien vu ou n'a rien su voir, pour plusieurs enquêteurs et enquêtrices du groupement ufologique Lumière dans la nuit, il en va autrement. Ils ont très clairement pu observer la formation dans le ciel d'une sorte de traînée blanche oblique similaire à celle décrite lors de la disparition de Franck, suivie de près par une seconde parallèle. Enfin, ces deux barres se sont vues reliées par, je cite, une espèce de nuage lenticulaire qui dessine dans le ciel un immense H majuscule. H comme Orio. Ce témoignage et d'autres de ce jour se retrouvent dans la revue Le Grand Contact que Jean-Pierre Prévost vient de lancer. C'est également le nom d'un ouvrage qu'il publiera en décembre 1980 afin de revenir en détail sur ses premières rencontres avec Orio, les messages et les enseignements de celui-ci. Il y aurait encore à raconter, en particulier sur les étranges circonstances et événements qui entourent ces rencontres, mais laissons cela pour peut-être une autre fois. Pour l'heure, que dire d'autre sur les événements de Cergy ? Un autre contact avec les intelligences du dehors, comme les appelait Jimmy Guilleux, sera annoncé par Jean-Pierre Prévost pour le 15 août 1983. Des curieux y feront le déplacement, mais sans beaucoup plus d'apparitions formelles d'OVNI qu'au contact annoncé de 1980. Franck Fontaine et Salomon Diaye ne feront plus parler d'eux dans le domaine de l'ufologie. On perd très vite leurs traces après cette année d'exposition médiatique intense. Jean-Pierre Prévost écrira d'autres ouvrages traitant de théologie et d'analyse de la Bible, le dernier étant paru en 2021. Jimmy Guilleux, conférencier et écrivain prolifique, personnage éminent de l'ufologie française, a poursuivi ses enquêtes et s'est éteint au début de l'année 2000 des suites d'une maladie. Alors, oui, je sais que vous attendez le debunk, mais c'est là que j'ai un problème avec cette histoire.
Comme je vous le disais, ces événements sont les seuls que j'ai traités et peut-être les seuls dans l'ufologie française à offrir autant de détails, de rapports, d'observateurs directs et indirects dont les témoignages se recoupent. Cette affaire est la seule à être confortée par une telle quantité de relevés et de preuves et surtout à avoir duré autant dans le temps. Vous conviendrez qu'on est bien au-delà des habituelles touffes d'herbe couchées au milieu d'un champ. Et il est bien là mon problème. Devant cette avalanche de preuves et faits établis, je suis pas certain qu'il y ait chez moi ou même dans ce pays assez d'armes et de munitions pour dézinguer ne serait-ce que le quart des âneries qui ont été débitées chaque jour de cette histoire par les soi-disant témoins et complices de cette affaire. Mais comme dans chaque histoire se trouve toujours un fond de vérité. Examinons d'abord les éléments authentiques présents dans celle-ci. Voilà, c'est fait. Passons maintenant aux affabulations. Reprenons cette incroyable mascarade dans son déroulé chronologique et à ce propos soulignons un point. Les faits que j'ai relatés jusque-là sont établis d'après les premières dépositions effectuées aux enquêteurs de la gendarmerie et donc d'après les dires des témoins principaux recueillis environ 3 heures après les faits, que ce soit pour la disparition ou la réapparition de Franck Fontaine. C'est donc de ces souvenirs encore frais que nous partirons. Commençons sur l'avant-disparition. Dans cette comédie, les 3 acteurs disent charger leur Ford Taunus Break entre 4h et 4h15 du matin pour aller faire le marché de Gisors. Ils veulent arriver tôt pour se garantir de bonnes places. Première incohérence. Salomon dit que la voiture a été chargée avant d'être mise en route, puis placée devant l'immeuble. Ils auraient donc chargé un véhicule garé plus loin, qui serait devenu plus lourd, avant de le pousser pour l'amener devant l'immeuble, alors que tout était prêt. Jean-Pierre et Franck disent le contraire. D'abord démarrer, ensuite charger. Changement de version par Jean-Pierre lorsqu'un gendarme lui fait remarquer que charger toute cette marchandise en 15 minutes est impossible. Et la voiture devient préchargée la veille. Seconde incohérence. Le marché de Gisors se trouve à 1 heure de route. Maximum. Et les 3 camelots le savent. Le placier n'arrive que vers 8h30. Ce qu'ils savent aussi. Quel intérêt de partir à 4h30 pour arriver 3 heures trop tôt? Troisième incohérence, Franck, Jean-Pierre et Salomon n'ont pas le permis de conduire. Trop cher et d'ailleurs la voiture n'est pas assurée non plus, ce qui ne les empêche pas de conduire sur de plus ou moins courtes distances. Pour aller à Gisors, ils avaient contacté une 4e personne, Patrice. Il est peintre en bâtiment, récemment licencié et Jean-Pierre lui a proposé de faire ce marché avec eux. Mais surtout, Patrice a le permis et a donc dormi dans l'appartement cette nuit-là pour les conduire. Alors comment ? Dans un break rempli de marchandises du coffre au siège arrière et jusqu'au plafond, ainsi que noté par les gendarmes, 4 personnes auraient pu tenir pour 1 heure de route. L'OVNI n'est pas encore arrivé que les 3 lascars ne sont déjà pas capables de donner une version cohérente et concordante du simple chargement d'une voiture avec des pulls et des jeans. Mais enchaînons. Il est 4h15, la voiture est quasi chargée, Franck est au volant. Arrive l'OVNI. Ouais, mais il arrivait d'où cet OVNI? Du sud-ouest en allant vers le nord-ouest, passant au-dessus des parkings et allant vers les champs et la station électrique d'après les déclarations de Franck. Donc la chose s'éloigne d'eux. De l'est à l'ouest dans l'axe du boulevard de l'Oise, dit Salomon aux gendarmes. Du nord au sud en se dirigeant donc vers eux, selon Jean-Pierre. Finalement, dans le livre écrit par Jimmy Guilleux et les 3 compères début 1980, tout le monde se met d'accord, ce sera une trajectoire est-ouest. Ouais, ça a moins l'air d'une affabulation quand c'est cohérent. Bon, mais il allait vite ou pas, ce bidule? Ben là aussi, ça dépend. Salomon, dans son audition initiale, décrit une allure lente. À la journaliste Iris Billon-Duplan, qui habite donc la résidence et est parmi les premières à les interviewer, ils diront que le phénomène a disparu à grande vitesse, derrière les bâtiments de la centrale électrique. Pour l'interview chez Paris Match peu après, il tombait lentement. Pour faire la moyenne, Jean-Pierre parle dans sa déposition aux gendarmes d'une vitesse pas trop rapide vers le sol. Ok, on ne sait pas trop où va l'OVNI, ni à quelle vitesse. Peut-on au moins savoir à quoi il ressemble? Pour Salomon, l'objet est en forme d'arc, puis dans la même déclaration, il sera de forme changeante. Pour Franck, c'est une grande traînée lumineuse qui descendait en biais vers le sol. Pour Jean-Pierre, c'est un faisceau lumineux de 2 mètres de long et 50 cm de large qui se trouve à au moins 400 mètres de hauteur. Alors, est-ce que ces 2 mètres de long sont la taille réelle de l'objet, qui paraîtrait donc tout petit à cette distance, ou est-ce que ces 2 mètres de
taille apparente, quoi que ça veuille dire, et donc un objet immensément massif situé au-dessus de la centrale, l'histoire ne le dit pas. À noter que la description de Jean-Pierre passera de faisceau lumineux le 26 novembre à cigare avec l'arrière qui laisse comme une traînée dans une reconstitution télévisée de temps X début décembre. Laissons là ces vilaines incohérences sur la taille, la vitesse et la direction du phénomène et continuons. Franck va voir sur place, les deux complices remontent dans leurs appartements. Salomon d'abord, qui n'ayant plus de pellicule dans son appareil, rejoint Jean-Pierre chez lui. Ils descendent ensemble sur le parking avant de se diriger vers la voiture. C'est là que Salomon voit pour la première fois la brume entourer le véhicule. Ça, ce sont ses déclarations le matin de la disparition de Franck aux gendarmes. De son côté, Jean-Pierre, à ces mêmes gendarmes, dit n'avoir rien vu de chez lui à part le véhicule arrêté au loin. Mais il déclare que Salomon a vu le brouillard depuis son appartement et qu'il lui en a parlé lorsqu'ils se sont retrouvés en bas de l'immeuble. À la journaliste Iris, ils disent s'être retrouvés dans la cage d'escalier. Enfin, dans le livre enquête avec Jimmy Guilleux, c'est la version de Jean-Pierre qui est conservée. Il descend en premier, rattrapé par Salomon qui, depuis son studio, aurait vu le brouillard autour de la voiture. Sauf que le studio de Salomon donne de l'autre côté de l'immeuble. Le boulevard, et donc la voiture, n'y sont pas visibles. Simple détail, diront certains. Bon, passons à la suite. Mais ça commence à faire beaucoup de détails. Nos Laurel et Hardy arrivent sur le boulevard de l'Oise, à 400 mètres environ du véhicule arrêté. Jean-Pierre indique que, paniqué et surpris par le phénomène, il n'a pas bougé jusqu'à la disparition du brouillard quelques secondes plus tard, alors qu'il vient de dire qu'il était déjà au courant du brouillard. Salomon dit aux gendarmes qu'il a continué à courir et, arrivé à 200 mètres de la Ford, les boules ont disparu. Ils étaient donc côte à côte en arrivant sur le boulevard, l'un s'arrête, l'autre continue à courir quelques secondes le temps que les lumières ne disparaissent, et Salomon dit parcourir ainsi 200 mètres. C'est long, 200 mètres. En 1979, le record du monde du 200 mètres est d'environ 20 secondes. C'est long, 20 secondes. Et bien différent des quelques secondes qu'a duré le phénomène. Pour ce qui est du livre, Jean-Pierre n'est finalement plus qu'à 150 mètres lorsqu'il voit le phénomène. Mais une fois de plus, ne pinaillons pas sur les détails et utilisons le joker stress et perte de notion du temps. Bon. Vous vous rappelez qu'il y avait 2 témoins extérieurs aux aventures de Filochard, Ribouldingue et Croquignol. Pour le témoignage de la vieille dame dont j'avais fait mention en début de récit, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Elle a été réveillée par les allées et venues de l'ascenseur qui dure selon elle une bonne demi-heure. On note que c'est plus long que les 15 minutes déclarées du chargement de la voiture. Elle voit 2 jeunes, dehors, mais bien que connaissant Jean-Pierre et Salomon du, ne peut assurer qu'il s'agit d'eux. Par contre, c'est certain, elle n'a vu aucun phénomène lumineux, ni ovni ou brouillard. L'autre témoin était un ouvrier qui se rendait à la résidence. D'après ses dires lors de l'enquête, et son trajet a pu être vérifié par le GEPAN, il est arrivé aux alentours des 4h25 à la Justice Mauve à 10 minutes près. Gardons comme repère 4h25 qui nous donne donc 3 cas de figure intéressants. S'il est là 10 minutes avant, vers 4h15, il a vu le phénomène dans le ciel ou au moins les 3 pieds nickelés au pied de l'immeuble en allant se garer. S'il est là à l'heure dite, donc 4h25, il a dû voir le brouillard lumineux autour de la Ford ou au moins croiser celle-ci se dirigeant vers le boulevard. Enfin, s'il est passé 10 minutes après, autour de 4h35, il n'a pas pu rater le Ford Break rouge face à lui et tout feu allumé immobilisé en travers sur la route. Sauf qu'aucune de ces hypothèses n'est la bonne. Au lieu de cela, ce monsieur qui n'a rien vu sur la route s'est garé sur le premier parking, celui le plus éloigné de l'immeuble où habite Jean-Pierre. De là, il voit devant l'entrée un véhicule où montent 2 hommes, aux places avant, et se dit « Eh ben, ils embauchent tôt ceux-là ». Notre témoin se dirige à pied vers l'entrée de l'immeuble et arrive sur le second parking situé en contrebas du premier. Le véhicule où se trouvaient les 2 hommes passe alors devant lui. Il est formel, il s'agit d'un break. Il n'y a pas d'autres voitures ou individus alors présents. Même en essayant de garder l'esprit ouvert, ça commence à faire beaucoup d'éléments du récit de nos vedettes qui au mieux ne collent pas, sont éventuellement incohérents et au pire se contredisent. Mais continuons car à ce stade, le pauvre Franck viendrait de disparaître et ses amis le cherchent donc. Pendant 20 minutes selon Salomon, ou 3 à 4 minutes selon Jean-Pierre. Bon, le stress, la perte de notion du temps, tout ça.
perte de notion d'espace aussi, puisque l'endroit où Salomon et Jean-Pierre situent la voiture lors des reconstitutions avec la police et les journaux est une fois 30 mètres trop à l'ouest, une fois 50 mètres trop à l'est. C'est pas rien quand même se tromper de 80 mètres dans le lieu de la disparition supposée d'un ami. Le continuum spatio-temporel étant visiblement altéré ce matin-là à Cergy, je vous fais grâce des autres variations et inexactitudes entre l'heure où ils disent avoir appelé les forces de l'ordre, l'heure où ils les ont effectivement appelés, et ce qu'ils ont déclaré plus tard aux médias ou dans leur livre enquête qui sortira en avril. D'ailleurs, en parlant de médias, Jean-Pierre avait expressément indiqué lors de sa première audition du 26 novembre au matin ne pas chercher de publicité autour de cette affaire. C'est pourtant lui qui contactera la radio RTL ce même jour pour les informer de cette histoire. Et acceptera en compagnie de Salomon toutes les demandes d'interview dans la semaine qui suit. Interview au cours desquelles le duo rajoute de nouveaux détails, se contredit leur première déclaration aux gendarmes et modifie leur version pour tenter comme ils peuvent de combler les incohérences. Parce que c'est le problème quand on invente une histoire. Il faut qu'elle tienne la route. En effet, imaginez devoir vous mettre d'accord avec un ami sur un scénario où votre pote Seppele disparaît dans un ovni alors que vous partez en vacances. Ça pourrait donner ça. On dit qu'on a chargé à 4h15, on a vu un truc brillant au loin, on est monté chercher les affaires, Seppele est parti voir la lumière, on l'a rejoint ensuite. En arrivant, on a vu la lumière autour de la voiture, on s'est approché, la lumière est partie et Seppele n'était plus là. Scénario facile, vous pouvez donner tous les deux la même version sans vous tromper à des kidams qui peut-être vous croiront. Mais face à des enquêteurs un tant soit peu sérieux, comme au hasard des gendarmes, il est impossible de se mettre d'accord sur tout le déroulé minute par minute et donner des détails cohérents en étant interrogés séparément. Quand vous faites les choses en vrai, il y a plein de détails que vous notez inconsciemment. Si par la suite on vous interroge, surtout juste quelques heures après, vous avez une chronologie assez précise des faits. Bien sûr, il peut y avoir quelques erreurs ou approximations ponctuelles, mais pas que des erreurs et des approximations. Les gendarmes le mentionnent dans leur rapport. Pour eux, le récit de Jean-Pierre et Salomon ne tient pas la route. Le GEPAN arrivera aux mêmes conclusions en 48 heures d'enquête. Les déclarations que les deux oiseaux leur font, puis ce qu'ils disent à la presse une heure plus tard et ce qu'ils constatent sur le terrain, montrent clairement la supercherie. Mais les journalistes vendent du papier sur cette histoire, donc plus de journaux et de médias s'y intéressent, donc le phénomène prend de l'ampleur. Et techniquement, Franck est toujours porté disparu, donc l'enquête reste ouverte. Je m'arrête une seconde. Si vous êtes toujours là, c'est que mes histoires vous plaisent, alors comme j'en ai encore plein en stock, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Bon. Mais là arrive ce que vous attendiez tous, la réapparition de Franck au milieu du champ dans un halo de lumière, comme l'a donc signalé un appel, de nouveau anonyme, et de nouveau à RTL. Alors permettez-moi de mettre fin à ce suspense intenable. Cette version de l'histoire, c'est pour celles et ceux qui veulent ou espèrent encore que les trois garçons fuient la presse et ont été dénoncés. Il y a bien eu un appel anonyme ce matin-là, à 7h. Très vite, les soupçons se portent sur Salomon qui aurait été l'auteur de l'appel, essayant de dissimuler l'attrait de nos artistes pour les médias et introduisant un nouveau témoin indépendant. Salomon Ndiaye reconnaît avoir prévenu la radio, mais à 5h30, en déclinant bien son identité à la personne qu'il a eue au bout du fil. Rien à cacher donc. Pas de chance, le standard de la radio n'ouvre qu'à 6h30. Les détails encore. Nouvelle preuve de leur génie dans cette affaire, il reconnaîtra s'être trompé le lendemain. C'est bien lui l'appel anonyme à RTL de 7h, mais il voulait initialement contacter Europe 1, qui offrait alors une prime à quiconque apporterait des informations sur cette affaire. Non, cette explication n'a aucun sens. Alors, anecdote, dans le livre coécrit avec Jimmy Guilleux, c'est la version de Salomon disant avoir eu une standardiste et s'être bien identifié à 5h30 du matin qui est relatée, lui précisant même que Franck ne voudrait voir personne. Pour des gens qui disent vouloir se tenir loin des médias, il est assez étrange de les contacter en priorité lors de la réapparition de leur ami, plutôt que les gendarmes. Seconde anecdote, quand Salomon contacte RTL ce matin-là, il leur demande de prévenir eux-mêmes les forces de l'ordre. Mais les journalistes ne voient pas ou ne veulent pas voir ces mensonges et manipulations grossières qui s'accumulent.
Des journalistes comme Iris, opportunément présente lors de la réapparition providentielle de Franck, grâce à Jean-Pierre qui fait durer l'interview fort tard dans la nuit. À sa décharge, celle-ci semblait, d'après les enquêteurs et une collègue interrogée, être sincèrement convaincue du récit des 3 jeunes gens et s'est ensuite éloignée de l'affaire. Pour la 3e anecdote, je vous fais lecture d'un extrait de la déposition de Franck aux gendarmes dès 8h15 lors de sa réapparition du 3 décembre 1979. Question. À quel endroit précis vous êtes-vous retrouvé ce matin? Au champ de choux, pas très loin du bord de la route. Montrez-moi vos chaussures. Voici, regardez. Vous constatez comme moi que vos chaussures sont propres et ne portent aucune trace de boue. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas. Je confirme que je me suis retrouvé au milieu du champ de choux. À vous d'en faire la déduction qui vous paraît la plus logique. Et puisqu'on en est aux gendarmes, quand dans l'introduction je vous disais que l'enquête impliquait jusqu'à un colonel et un commandant de gendarmerie, c'est juste normal en fait. Il y a une enquête pour disparition et leur boulot c'est de coordonner les équipes de recherche et d'enquête. Mais c'est sûr que juste dit comme ça, on a l'impression que des super hauts gradés sont intervenus, donc c'était forcément un événement exceptionnel ou pour cacher les preuves. Non. Je vous parlais aussi des traces physiques indiscutables de cette période sur Franck. Celui-ci a en effet une barbe de 8 jours à son retour et des doigts très jaunis par le tabac. Les extraterrestres avaient-ils des cartouches de Gauloise à disposition? Franck serait-il resté une semaine dans un appartement de Pontoise? Pontoise où certains pensent l'avoir vu en terrasse de café pendant cette semaine? Ces questions restent posées. Tout comme se pose la question du premier cliché en couleur de l'OVNI présenté à la presse. Vous savez, l'unique restant sur les 6 détruits par la mère de Franck. Bon, déjà, il en restait en fait 3. Comment on le sait? Parce qu'en plus du premier au journal Le Parisien, 2 autres clichés seront plus tard fournis au journal VSD. En fait, non, il y en a 6, parce que 3 autres photos seront présentées par Jimmy Lieu dans son livre Enquête scientifique de mes couilles sur la commode. Alors on en parle, mais vous êtes sans doute impatient de voir ces clichés en couleur, pris à la demande des extraterrestres eux-mêmes, prouvant enfin la réalité du contact entre un humain et une intelligence supérieure. Ces clichés, les voici. J'en devine parmi vous qui à ce stade ne devaient plus s'attendre à grand-chose mais sont quand même déçus. Alors oui, on pourrait dire que c'est n'importe quoi, comme par exemple les lampadaires de la même couleur du boulevard de l'Oise, où une compagnie de CRS avait vu nos mythomanes prendre des photos. Et ils se sont même salués mutuellement. C'est du bidon cette histoire de lampadaire, ils se seraient grillés tout de suite, en plus, en étant reconnus par la police. Pourriez-vous objecter? Et même ajouter, c'est un argument inventé par le gouvernement pour les discréditer. Ouais. Franchement, quand un journal publie cette photo en la considérant comme une preuve formelle indiscutable de l'existence des extraterrestres, est-ce que vous pensez qu'il y a même un soupçon de recherche de vérité dans sa démarche? Si demain votre cousin Seppele vous montre cette photo sur son smartphone en disant « Regarde, j'ai une photo d'OVNI », vous le croirez? Pour les journaux, l'enjeu à ce moment-là n'est pas la vérité. Celui qui publie en premier une photo ou un élément nouveau dans cette affaire rafle la mise et booste ses ventes. C'est tout. D'ailleurs, puisqu'on en est aux preuves et traces physiques, revenons quelques instants sur les mesures de résistivité du sol effectuées dans le champ, là où Franck a disparu. Toutes les versions s'accordent pourtant à dire que Franck aurait disparu dans le Fort Break, pas dans le champ. C'est Jean-Pierre qui indique aux enquêteurs indépendants du GTRE l'endroit exact de la disparition de Franck et du site d'atterrissage, au milieu des choux. Là non plus, il n'a jamais été question d'atterrissage dans le champ, mais seulement d'un brouillard lumineux autour de la voiture. Vous pourriez me dire que ce sont les enquêteurs du GTRE qui peut-être ont mal compris, mal transcrit ou exagéré les propos de Jean-Pierre. Sauf que comme je vous l'ai mentionné, ce ne sont pas 1, mais 3 organismes qui ont fait ces relevés de résistivité. À plusieurs jours d'écart, dans le champ, à l'endroit exact où Franck a disparu. Mais Jean-Pierre indiquera 3 endroits différents à chaque fois. Bon, mais on a des mesures tout de même, et des valeurs variant d'un coefficient Mills qui, dans le livre Enquête scientifique écrit avec Monsieur Guilleux, permet de conclure à, je cite,
un plausible échauffement par induction. Comment expliquer autrement que par la présence d'un ovni des tests de résistivité électrique allant de 130 ohms à 130 000 et même 900 000 ohms? Et en effet, qui parmi vous peut l'expliquer? Qui sait ce que c'est un ohm? À part dans le vague souvenir d'un cours de physique au collège. Savez-vous ce qu'est la résistivité du sol? A priori non, comme tous les journalistes qui ont relayé ces mesures d'apparence scientifique, donc gage du plus grand sérieux. Illustrons donc une fois de plus la loi de Brandolini et par avance mes excuses aux électriciens qui regardent pour les simplifications que je vais faire. Ça s'appelle la vulgarisation. Bordel. La résistivité électrique, c'est le fait de savoir si quelque chose conduit bien l'électricité ou pas. Si vous prenez l'exemple d'un câble électrique, le métal qui a une résistivité faible conduit bien l'électricité et le plastique qui a une résistivité forte sert d'isolant. Pour mesurer la résistivité du sol, on utilise un telluromètre et 4 tiges en métal que l'on plante dans le sol. L'appareil envoie une impulsion électrique dans 2 des tiges, mesure la quantité de courant qui arrive dans les 2 autres et en déduit la résistivité. On mesure si le sol transmet bien ou mal l'électricité, quoi. Bon, mais les valeurs obtenues, elles veulent dire quoi? Partons du principe que les mesures ont été bien faites avec des capteurs situés aux bonnes distances et aux bonnes profondeurs, bref, écartons les erreurs techniques. On parle de mesurer un sol à plusieurs jours d'intervalle. Vous savez, le truc situé à l'extérieur qui en fin d'année et en région parisienne va prendre la pluie, le froid, être composé selon les endroits de plus ou moins de sable, d'argile, de calcaire, de cailloux, tous ces facteurs influent sur les mesures. La valeur de base relevée de 130 ohms correspond à la valeur normale attendue pour un sol. Des valeurs de milliers d'ohms s'observent couramment dans des sols secs et gelés, donc rien d'exceptionnel après 2 nuits de gel consécutifs et une vingtaine de jours sans pluie à Cergy ces jours-là. Cependant, obtenir une valeur de 900 000 ohms, bon, je laisse aux experts du domaine le soin de dire en commentaire si une telle valeur a encore un sens, autre qu'une erreur de mesure. Un dernier point sur l'échauffement par induction dont il est fait mention. Alors, à moins que le sol n'ait été entièrement composé ou recouvert de poils en métal ferreux, considérez que c'est une hypothèse à écarter. Essayez de chauffer le pot de géranium de Mamie Gertrude sur les plaques à induction de votre cuisine si un doute persiste. Citons enfin la page 29 du rapport du GEPAN qui parle d'interprétation fallacieuse, d'amateurisme de ses auteurs à propos des mesures de résistivité dans le champ de chou. Et puisque nous en sommes à nous le prendre, le chou, voyons ce qu'il en est de ceux mystérieusement flétris le long de la nationale où a eu lieu l'enlèvement. Avant de mettre en cause la soucoupe de ce brave Oriot, il suffisait de demander à l'agriculteur. Celui-ci vous aurait dit, comme aux enquêteurs du GEPAN et de la gendarmerie, qu'il s'agit de 2 espèces différentes. En bordure de route, les choux frisés pointus, arrivant vite à maturité, sont laissés à pourrir sur pied afin de fertiliser le sol avant de labourer. Les choux plats de Pontoise, au milieu du champ, ont été récoltés et vendus sur les marchés. Fin de cette parenthèse champêtre. Nous avons donc un jeune homme tout juste revenu des étoiles et ses amis qui clament vouloir se retrouver loin de la presse, en organisant une conférence de presse dans leur appartement dès le lendemain à 10h. Puis des reconstitutions pour, entre autres, l'émission Temps X alors présentée par les jumeaux Bogdanov. Jean-Pierre se prétend même à une séance d'hypnose sur le plateau à cette occasion. Heureusement qu'ils ont dit plusieurs fois ne vouloir parler de leur histoire. J'aurais eu un doute sinon. Pour autant, Jean-Pierre, qui met de plus en plus en avant ses convictions anarchistes, s'amuse du cirque médiatique, fustige les journalistes qui ne travaillent que pour l'argent, lui qui ne s'y intéresse pas, mais qui accepte quand même, par exemple, les 8000 francs, environ 4500 € avec l'inflation, que propose Paris Match pour une interview. Il n'est pas plus tendre avec les différents mouvements ufologiques qui défilent dans l'appartement. Par exemple, des représentants du Centre de la Fraternité Cosmique ou les Raéliens de Claude Voriot. Je cite Jean-Pierre, « Ne me parlez pas des groupements. Ce qui les intéresse le plus, c'est de savoir qui venait de quitter le fauteuil où ils prenaient place pour aussitôt leur tirer dans les pattes. » Alors comment Jean-Pierre Prévost, dans son rejet affiché de la police, des institutions, des scientifiques, assimilant gendarmes et GEPAN, méprisant les journalistes, a-t-il pu se rapprocher si vite de Jimmy Guilleux qui se présente pourtant comme journaliste et chercheur? La réponse tient en 2 mots.
Ces deux mots sont le titre d'une interview de Jimmy Guilleux parue dans le quotidien Le Soir 2 jours après la disparition de Franck. Interview donnée sans rien connaître d'autre à l'affaire que les premiers articles de presse, sans avoir contacté Salomon ou Jean-Pierre pour en apprendre davantage. Une interview faite depuis sa demeure d'Aix-en-Provence alors que les événements se passent à 800 km de là, à Cergy. Le titre de l'interview ? J'y crois. Le quatuor nouvellement formé va très vite faire le tour des plateaux télé et salles de rédaction. Jimmy Guilleux est la caution scientifique d'experts chercheurs indépendants, tandis que Jean-Pierre est volubile sur la disparition de son ami et les messages d'Oriot. Franck parle assez peu et n'apporte pas vraiment d'éléments nouveaux sur son enlèvement. Salomon Ndiaye, lui, reste en retrait et parle carrément de moins en moins. D'un autre côté, cette rencontre providentielle est une chance puisqu'elle va être l'occasion d'écrire le fameux livre enquête. Celui-ci devra relater la véritable vérité, véritablement vraie de cette authentique histoire, là où les journalistes dénigrants et scientifiques officiels obtus ont osé douter de l'extraordinaire aventure. Et la vérité, ça n'attend pas. Leur première rencontre se fait dès le 4 décembre 1979. En janvier 1980, le trio se rend chez Jimmy Guilleux pour 12 jours d'écriture. S'ensuit la tournée des médias pour annoncer la sortie de Contact OVNI Cergy Pontoise en avril. Règle de base en communication qui n'a pas changé depuis, surfer sur la hype. Le préambule de l'ouvrage annonce, je cite, « Ce livre n'est pas une histoire, ni un roman, mais un compte-rendu d'enquête réalisé par les membres de l'IMSA. » Alors, qu'en dire ? Il s'agit bien d'un livre, indubitablement. Parler d'enquête, en revanche, me semble au mieux très optimiste, du fait des multiples et systématiques arrangements avec la réalité déjà mentionnée dans cette vidéo. Je ne contredirai donc pas ceux qui utiliseraient les termes de mensonger, bidon ou de science-fiction de roman de gare. Si vous souhaitez apprendre de nouveaux éléments sur cette affaire avec ce livre, c'est raté. L'affaire de Cergy à proprement parler représente environ un quart des pages. Vous en avez une bonne moitié sur d'autres affaires ayant plus ou moins de points communs avec celle-ci et sur lesquelles Jimmy Guilleux apporte son expertise. Et enfin un quart sur Jean-Pierre et son ami Oriot. L'enquête supposée se limite à retranscrire les témoignages de Jean-Pierre, beaucoup, de Franck, un peu, et de Salomon, parfois, en les romançant un peu pour la forme. L'approche scientifique se résume à l'utilisation de l'hypnose. Mais comme on l'a vu, pas sur Franck, qui dit pourtant avoir vécu cette extraordinaire aventure. Pas sur Salomon non plus, qui tient plus le rôle de figurant à ce stade. Non, seul Jean-Pierre sera hypnotisé. Et attention, l'extraterrestre Oriot, puis les boules qui ont enlevé Franck l'ont bien spécifié. Seul Daniel Huguet, l'hypnotiseur de l'IMSA, est habilité à pratiquer ainsi. Quel heureux hasard qu'ils se sont rencontrés. Étant, tout comme moi, ignare de la phénoménale puissance des pouvoirs de l'esprit et des possibilités infinies qu'offre l'hypnose, vous vous demandez sûrement à quoi bon la pratiquer sur une personne qui n'a pas vécu des événements pour en savoir plus sur ceux-ci. Eh bien, sachez que dans le cas qui nous intéresse, comme l'explique l'hypnotiseur de l'IMSA dans le livre Enquête de l'inspecteur Gadget, il est possible de faire une projection du sujet, ou de son psychisme, en direction de la grosse sphère. Cette notion vous semble floue ? Développons. À partir de la page 42 du livre, l'hypnotiseur permet donc à Jean-Pierre d'observer la scène où il découvre la voiture entourée du brouillard lumineux. Et pas seulement d'observer, mais de la parcourir et d'interagir. Jean-Pierre peut y toucher le brouillard sphérique. Il n'a aucune consistance, ma main passe au travers, dit-il alors. Il peut voir ce qui était invisible de son point de vue et être aux côtés de Franck qui est dans la voiture, il tape sur la portière, il a peur, il veut sortir. Jean-Pierre en profitera aussi pour s'élever quelques mètres au-dessus du sol, toucher le phénomène lors de son départ et pourra même entendre ce que se disent les boules lumineuses entre elles et ce qu'elles disent à Franck. Il revivra sous hypnose à d'autres reprises dans le livre divers événements passés liés à ses premiers contacts avec Oriot. Autant de faits qualifiés d'office comme authentiques par Jimmy Guilleux, sans autre vérification. La science. Pour en finir avec cette bible de l'affaire Cergy pour certains, comptez environ une publicité toutes les 2 pages pour les divers romans de Jimmy Guilleux,
que ce soit dans le texte ou en note de bas de page. Vous avez ensuite les thèmes habituels des gens en cours à l'époque. Les intelligences du dehors, le complot du gouvernement qui sait tout mais ne dit rien, le GEPAN rempli de scientifiques bornés, les forces de l'ordre qui oppriment, les hommes en noir qui surveillent, les militaires qui ont des preuves, les extraterrestres qui veulent sauver le monde. Bienvenue chez les témoins du Crop Circle de 2018, rien n'a changé. Ah, et bien sûr, les gentils contactés soutenus par les chercheurs de véritude, parce que promis, bientôt, les sceptiques verront bien qui c'est qu'avait raison. Ou j'attends. Parce qu'ils ont raison. Comme par exemple quand ils parlent de la planète d'Orio située à 153 milliards de kilomètres de la Terre. Bon, rassurez-vous, d'après Jean-Pierre, et toujours dans le même livre, il y a aussi une base relais sur Jupiter pour que la route soit moins longue et que les gosses puissent faire une pause pipi. Enfin, sur ce dernier point, c'est moi qui extrapole, mais... Cette planète, alors inconnue en 1980, a bien été découverte en 2005 par l'Institut Caltech de Californie, mais n'allez pas croire qu'il l'a cherchée spécifiquement. Non. À l'époque, Pluton était encore la 9e planète du système solaire et on en cherchait une 10e au-delà. Ainsi fut trouvée Eris. À quoi ressemble-t-elle ? Il est d'abord intéressant de noter que la durée du jour est proche de la nôtre avec 26 heures. Elle a un satellite, tout comme nous avons la Lune, et c'est à peu près tout niveau ressemblance. La planète naine est 5 fois plus petite que la Terre, ce qui est largement insuffisant pour retenir une atmosphère. À cette distance du Soleil, il n'y a ni lumière ni chaleur, et une année y correspond à 560 années terrestres. Ne ratez pas le nouvel an, l'occasion se reproduira pas. J'ai sorti la calculette pour vous. Eris est à 153 milliards de kilomètres et Orio 10 mètres 7 heures à venir. Il voyage donc à au moins 20 fois la vitesse de la lumière, ce qui prouve bien qu'on parle encore d'astronomie sur ma chaîne. Scientifiquement, c'est donc du concentré de pur extrait de nectar raffiné en première pression à froid de bullshit. Mais libre à vous de croire que si, après tout, une vie intelligente peut se développer sur un caillou sans eau, atmosphère, lumière, chaleur ou ressources et peut atteindre le niveau technologique requis pour voyager à 20 fois la vitesse de la lumière pour venir sur Terre. Après tout, ne dit-on pas « t'y es pas allé, tu peux pas savoir ». Laissons là Orio. Après le rendez-vous raté d'août 1980, la situation se dégrade entre les 4 associés. Jimmy Guilleux prend ses distances, disant s'être mis dans le pétrin avec cette affaire, ce qui ne l'empêchera pas de s'en servir comme trophée, preuve de son expertise en ufologie, et que tous les récits de contactés et d'enlèvements par des aliens qu'il étudie sont vrais. Salomon continue à suivre Franck dans des conférences, toujours en retrait, avant de quitter l'aventure au tout début de l'année 1981. Il ne fera plus parler de lui par la suite. Franck est réformé P4 de l'armée au motif « a vu des extraterrestres » dans le courant de l'année 1980. Il ne fera donc pas son service militaire. Un groupe d'enquêteurs indépendants du CSERU, qui l'interroge en décembre, il dira en avoir assez de toute cette histoire, elle me gâche la vie. Lui suggérant de raconter ce qui s'est vraiment passé, sa première inquiétude est de savoir ce que je risque en révélant la vérité. Sa réforme de l'armée peut-elle être annulée et des poursuites judiciaires seront-elles possibles ? En plus de cela, entre Jean-Pierre et Franck, le torchon brûle. Il est question de rémunération pour des interviews qui n'auraient pas été partagées ou d'articles signés du nom de Franck mais en fait écrits par Jean-Pierre et dont il touchera l'argent. Celui-ci dira également que l'IMSA n'a fait aucune enquête digne de ce nom et que la seule chose qui fut sérieuse étaient les contrats d'exploitation commerciale du livre. Se plaignant d'ailleurs de revenus trop faibles par rapport à celui-ci, Jean-Pierre sortira son propre ouvrage sur l'affaire début 1981. Il reconnaîtra aussi à plusieurs reprises en conférence, en interview ou sur une radio bretonne où il officie, avoir tout inventé. Déjà fin 1980 où il dit travailler dans la journée et prendre son pied le soir à raconter des conneries aux gens. Ou quand il dit à propos d'autres contactés par les extraterrestres que ce sont tous des contactés bidons qui ne sont pas plus contactés que moi. Toujours en 1980, il admet à demi-mot que pour lui, Sergi Pontoise n'était pas vraiment important. Ce qui comptait, c'était de divulguer ses idées sur le monde au travers de ses conférences et de ses écrits. En mai 1981, à des enquêteurs indépendants du CSERU, il lâche « De toute façon, Sergi Pontoise, c'est un canular et je vais arrêter les conférences pour m'occuper des ufologues. » Mais ces différentes déclarations restent dans un cadre privé.
Ces plus grosses déclarations publiques se feront plus tard, par exemple dans le Parisien libéré du 7 juillet 1983. Je cite « L'affaire de Cergy Pontoise est bidon du début à la fin. J'en suis le seul responsable. C'est moi qui ai tout organisé, tout monté. Je peux le prouver. Franck Fontaine a passé les 8 jours de sa disparition dans l'appartement d'un ami à Pontoise. C'est moi qui l'y ai conduit et c'est moi qui l'ai ramené. Comment peut-on imaginer les extraterrestres venant enlever un guignol ?» Fin de citation. Et bonne ambiance. Pourquoi avoir attendu 1983 pour tout avouer ? Peut-être parce que la prescription dans l'enquête ouverte pour outrage à commandant de la force publique, au moment de la disparition de Franck, avait un délai de prescription de 3 ans. Bah oui, déclencher une semaine de recherche, mobiliser les gendarmes et le parquet sur de fausses allégations, c'est pas sans risque. Ou alors, comme le dira Jimmy Guilleux, ce sont les extraterrestres qui l'ont poussé à se rétracter. Ou le gouvernement. Ou les Men in Black. Parce qu'en parallèle, il annonce toujours un nouveau contact extraterrestre pour le 15 août 1983 à Cergy, et une fois de plus, des centaines de personnes viendront. Les partisans de cette histoire, encore aujourd'hui, soutiennent que nos Idriss, Albert et Kahn de Cergy n'avaient rien à gagner dans l'histoire, à commencer par se faire remarquer de la police alors qu'ils conduisent sans permis ni assurance. Sauf que, souvenez-vous, c'est pas eux qui étaient supposés conduire, mais Patrice Joly. D'autre part, en 1979, la conduite sans permis ou assurance, c'est pas des délits, ils risquaient donc qu'une simple amende. D'un autre côté, ils avaient tout à gagner. Au pire, ça tombait à l'eau, au mieux, ça faisait une bonne blague et éventuellement, ils auraient quelques articles dans les journaux. Pour conclure, quelles ont été les conséquences de cette affaire qui a duré quasiment une année ? Je vous le disais, jusqu'à cette histoire, les cas d'ovnis étaient traités comme des faits divers en France. Ça comblait vite fait un trou dans la mise en page du journal si besoin, avec de temps en temps un paysan qui trouvait une touffe d'herbe couchée dans un champ. Les curieux et les croyants raisonnablement sceptiques y trouvent de quoi réfléchir quand quelques chercheurs indépendants y voient les signes indubitables d'une présence extraterrestre. L'affaire de Cergy sera emblématique, pour reprendre cette expression du CSERU, de la misère et décrépitude de l'ufologie française. Les divers groupes étudiant ce cas vont se scinder de fait en 2 courants. Quelques-uns vont analyser l'affaire avec de la distance sur les faits supposés, vérifiant les témoignages et les réalités du terrain, par exemple en demandant tout simplement aux paysans pourquoi ces choux pourrissent. Mais l'immense majorité des groupes d'études vont partir du fait que les témoins disent la vérité et qu'il faut trouver les preuves que c'est bien le cas, jusqu'à prendre les traînées de condensation du trafic aérien du plus grand aéroport de France pour un signe de présence extraterrestre. Être le premier à trouver la preuve, à résoudre un cas, à découvrir un phénomène ou une explication inédite. Comme dans tous les spectacles, il faut des showrunners, des gens qui savent mettre en place un scénario, faire monter la pression et les enjeux. Parmi eux se trouvait Jimmy Guilleux qui, d'auteur de science-fiction dans les années 70, va devenir la star française du phénomène ovni dans les années 80 et 90. Ses romans sont inspirés de faits réels, teintés des premiers éléments conspirationnistes. C'est lui qui importera des États-Unis les petits gris, ces fameux extraterrestres installés dans des bases souterraines qui enlèvent des humains pour en faire une espèce hybride avec la leur devenue stérile. C'est lui qui importera aussi les Men in Black, les théories d'un gouvernement secret et de forces de résistance qui luttent dans l'ombre pour sauver le monde libre. Alors que, si vous cherchez un peu, quelles sont les histoires d'ovnis aujourd'hui ? Des lumières dans le ciel ? Ça n'intéresse plus personne. Une trace d'atterrissage ? Oh, trop vintage des années 80. Un enlèvement par une soucoupe ? Ringard. Non, aujourd'hui, vous êtes contacté en vibration 5G par l'Alliance Galactique sur un autre niveau de conscience pour guider la Terre du bon côté dans le conflit entre les reptiliens qui créent des vaccins pour muter l'ADN humain et les forces de lumière qui veulent placer la Terre sur un nouveau plan de l'existence. Toujours plus. Alors, en attendant de savoir ce que les ovnis nous réservent dans les années à venir, levez les yeux au ciel, soyez astronogeeks, et à la revoyure.
Aujourd'hui, c'est Seppel et aujourd'hui, on va faire une réclame pour YFoot. Et aujourd'hui, on va faire un thé poitasse, comme les vidéos sur YouTube avec les gens qui ouvrent les boîtes de caisse qu'ils ont acheté que c'est nouveau. Justine, elle m'a envoyé tes parts. Normalement, les parts YFoot, tu connais ça. C'est comme les bouteilles, sauf que c'est pas tes bouteilles. Ça ressemble aux parts du distributeur, sauf que c'est avec moins de sucre et moins de gras. Et YFoot, ils ont refait les parts comme ça qu'elles sont plus solides. L'œil. Et il y a plein de goûts différents. Il y a ceux qu'il y avait déjà avant, et puis il y a les nouveaux. Alors tu peux choisir de prendre le taster pack, que ça veut dire le pack où ce que tu goûtes, comme ça il y a un mélange et tu décides si tu aimes ou pas. Ou sinon tu vas sur le site et tu regardes qu'est-ce que tu aimes. Et même qu'il y a des barres pour ceux qui prennent feu s'ils mangent de la viande. Seppel, je t'ai déjà dit que les véganes ne prennent pas feu s'ils Et mangent... vas-y, mange de la viande et puis on verra. Mais je t'ai déjà dit que j'étais pas vegan. Yo, c'est ce qu'ils disent tous. Seppel, tu me fatigues. So Ortoon. Dans la description, il y a le lien que si tu cliques dessus, tu as 10% de réduction sur tout qu'est-ce que tu achètes, même que si c'est tes parts ou que c'est pas tes parts. Et sinon, tu peux aussi utiliser le code Astrono YouTube, et comme ça c'est pareil. Mais si tu cliques sur le lien et que tu utilises le code en même temps, ça fait pas 20% qu'elle. Ça serait de la triche. Donc tu oublies pas. Le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Pfff.